Alors, on va aborder un thème, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des patients partenaires. Donc, Catherine et Lucie sont toutes les deux impliquées auprès de la recherche en tant que patientes partenaires, c'est-à-dire qu'elles partagent leur expérience avec d'autres patientes pour les sensibiliser à l'importance de participer à la recherche clinique. Catherine est devenue patiente partenaire en recherche à temps plein après son cancer du sein. Elle est aussi la coordinatrice du partenariat patient du Centre de recherche du CHUS et la coordinatrice des Copines, un comité de patientes partenaires en recherche clinique sur le cancer du sein développé par le groupe McPeak-Sirois et soutenu aussi par la Fondation Cancer du sein du Québec. De son côté, Lucie est patiente partenaire avec le CIUS de l'Estrie-CHUS à Sherbrooke. Elle accompagne les patients dans le cadre d'un portail de suivi des symptômes, dis-je, du cancer lors de traitements oraux. À elles deux, elles vont tout nous expliquer ce que c'est que le partenariat patient. Mesdames, c'est à vous. Merci. Alors, on va vous parler un petit peu des copines puis de ce qu'on fait. Comme ça va? OK. Alors, nous autres, notre objectif, c'est vraiment de... C'est correct. Regarde, j'en ai un ici. Ça va super bien. L'objectif qu'on a, les copines, c'est de démystifier le cancer, la recherche clinique, puis d'offrir du soutien aux femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Parce que je vais vous montrer un petit extrait que vous avez sûrement déjà vu. C'est Harry Potter. Dans Harry Potter, là, ce qu'on voit, c'est Voldemort, c'est l'affaire qui fait le plus peur à tout le monde. Puis pourquoi ça fait aussi peur? C'est parce que c'est mystérieux. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous de la cape. Puis quand on se retrouve avec un diagnostic de cancer, c'est mystérieux. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cancer. On est confronté à notre finitude. Puis bien souvent, on n'a jamais entendu parler du cancer avant autrement que d'un film puis d'une série télé. Et c'est pas nécessairement comme ça dans la vraie vie. Or, les copines, c'est qui? C'est 5 femmes. Il y a Mélanie, qui est une médecin partenaire aussi, qui a été diagnostiquée du cancer du sein et qui a décidé de s'impliquer dans les copines parce que pour elle, avoir traversé le miroir puis être devenue patiente, ça a changé complètement sa pratique. Puis elle comprend très, très bien l'importance de mieux comprendre le cancer d'une façon compréhensible pour les patients. Marthe, c'est une adorable folle qui a 95 ans, qui est extraordinaire, puis qui comprend, elle aussi, l'importance de bien comprendre ce qui nous arrive puis ce qui nous est proposé. À 88 ans, on lui a proposé l'hormonothérapie après ses traitements. Mais quand elle a compris à quoi ça servait, puis le risque réel que ça comportait pour elle de ne pas prendre l'hormonothérapie, à 88 ans, dans sa situation à elle, elle a dit non, merci. Alors, c'est important comme patient de savoir, de pouvoir faire des choix. Nathalie est chroniqueuse au devoir, est patiente partenaire, c'est une grande artiste dans l'âme, puis elle a choisi de s'impliquer dans les copines, elle aussi, pour démystifier ce que c'est le cancer. Lucie et moi, on travaille ensemble sur différents projets, puis on est invétérés du partenariat patient. Veux-tu ajouter quelque chose? Pas pour le moment. Tu es guidou. Qu'est-ce que, comme patiente, nous autres, on comprend du cancer? Bien, je vous propose une petite vidéo qu'on a trouvée puis qu'on trouve vraiment sharp. C'est quoi? Bon, je vais vous le raconter. J'en ai sur le diable. Dans le fond, ce que cette petite vidéo-là explique, c'est que dans le corps, on a plein de cellules qui se reproduisent tous les jours. Puis des fois, il y en a une dans l'eau qui sort du lot, qui se dérègle. Puis là, ben, il faut la traiter, il faut l'éradiquer. Puis
Comment on fait ça? Bien, on fait ça avec différents traitements parce qu'il n'y a pas juste un cancer, il y a plein de cancers. Même dans le cancer du sein, il y en a plein. Fait que ça prend des remèdes distincts pour chacun. Et puis, c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche. Vous pourrez aller voir le lien, puis vous allez voir, c'est un peu ça. Mais à quoi ça ressemble une cellule? Oui, les cellules qui se divisent, il y en a une des fois qui sort dans l'eau. Pourquoi elle sort de l'eau? Ça se passe, ce que vous voyez à droite, c'est une cellule. Il y a tout comme un écosystème dans la cellule qui régule tout ce qu'il faut pour que les cellules se reproduisent. Comment ils se nourrissent, comment ils font pour se diviser, tout ça. Puis, ça part tout du noyau central où il y a les chromosomes. Puis, dans les chromosomes, il y a toute la recette. Oups, bon, pas grave. Il y a toute la recette, toutes les petites lettres que vous voyez en bas, c'est comme le guide d'instruction pour faire une nouvelle cellule. Puis, des fois, dans ce guide d'instruction-là, au moment de la division de la cellule, là, je ne sais pas si le petit vidéo va marcher. Non. Il ne marchera pas, lui non plus, je pense. Ben non, il ne marche pas. Au moment de la division de la cellule, là, elle se contracte dans le milieu, puis là, tous les chromosomes s'alignent, puis ça se divise. Puis au moment où ça se divise, c'est là qu'il peut se glisser des fautes d'orthographe dans la recette. Et c'est ça qui fait qu'il y a des cellules qui se dérèglent, puis qui peuvent devenir dangereuses pour le corps. Mais la cellule est super bien faite, elle peut s'auto-réparer. Quand il y a une cellule comme ça, qui a des fautes d'orthographe dedans, il y a comme le antidote dans la cellule qui part, puis ça corrige les fautes, tout est beau. Ou bien, la cellule a comme aussi un programme d'autodestruction. Si la faute d'orthographe, non, ça va être trop compliqué, la cellule s'autodétruit. Mais si les mêmes fautes d'orthographe passent sous le radar puis se reproduisent, ben à un moment donné, la cellule, elle peut devenir meilleure à s'auto-reproduire puis à se reproduire à l'infini. Fait que ces fautes d'orthographe-là, à un moment donné, ça peut amener à la cellule un avantage sur les autres au niveau de sa survie puis de sa croissance. Puis, c'est comme ça que vous avez vu tout le livre d'instruction de la cellule, là, ça peut faire aussi long que d'ici au soleil puis revenir. Fait que des fautes d'orthographe, il peut y en avoir beaucoup de sortes. Puis, dans le cancer du sein, ben ce que vous voyez, toutes les sortes de récepteurs estrogènes, récepteurs progestérone, récepteurs HER2, c'est des sortes de récepteurs qui peuvent se dérégler dans les fautes d'orthographe. Puis là, je vous ai mis ceux qui sont souvent associés au cancer du sein. Puis ça, ben plus on comprend tous les récepteurs qu'il y a dans une cellule, plus on peut arriver à interférer dans le processus. Puis c'est ça qui arrive avec les récepteurs des cancers hormonodépendants, c'est qu'on vient bloquer ces récepteurs-là avec l'hormonothérapie pour empêcher ces cellules-là d'être nourries puis de proliférer. C'est ce qui fait que ça diminue les risques de récidive dans les cancers du sein hormonodépendants. Les cancers du sein, ben il y en a 15 sous-types. Puis, on en parlait tantôt, je me souviens plus qui disait, aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On a 91% de taux de survie dans le cancer du sein, malgré que il y a, dans tous ces 15 sous-types-là, ce que vous voyez dans le milieu, ça représente juste 1% des cancers du sein. Puis c'est ceux-là qui sont les plus rares, qui sont les plus difficiles à traiter. Mais les autres, toutes les sortes de cancers confondus, on a quand même 91% de taux de survie. Fait que c'est quand même vraiment pas pire. Les traitements actuels et futurs, on en a parlé un peu, bon, la chirurgie qui existe depuis très longtemps, puis aujourd'hui, ce qui s'en vient vraiment, c'est tous les traitements de médecine personnalisée, puis c'est ça qui, dans le cancer du sein,
c'est là qu'on est le plus avancé vers ça parce que on peut être 5 femmes autour d'une table à avoir eu des traitements de chimiothérapie, mais on n'aura pas eu le même cocktail. Parce que selon le sous-type de cancer du sein qu'on a, ben il y a une recette adaptée pour aller corriger le guide, le mode d'emploi de la formation de la cellule. Dans les perspectives qui sont prometteuses en immunothérapie, il y a les CAR-T ou NK thérapie. Ça, c'est bien sharp. On prend on prend un échantillon de sang, puis avec les cellules, les T puis les NK, là, c'est les cellules tueuses et les cellules natural killer. Et ces cellules-là, on leur enseigne à devenir encore meilleures à repérer les cellules cancéreuses. Parce que le problème avec les cellules cancéreuses, c'est qu'ils réussissent à un moment donné dans leur mutation un peu comme dans Harry Potter, là, la cape d'invisibilité, là, ben les cellules deviennent invisibles aux cellules tueuses. Puis là, ben avec les CAR-T ou les CAR-NK Cell Therapy, on rend nos cellules immunitaires capables de repérer le cancer puis d'y donner une volée. Les virus oncolytiques, ben on injecte des virus qui sont à partir de... Ben c'est comme les vaccins de la grippe puis tout ça, là, mais avec le cancer. On part de la cellule cancéreuse puis on réinjecte puis tout ça. Pas les virus, les vaccins, excusez. Puis les anticorps monoclonaux, ben là, on prend des cellules tueuses puis on les multiplie et on les réinjecte dans le corps. Puis là, ben ça donne un grand coup un grand boost pour défaire de venir à bout du cancer. Pourquoi la recherche, c'est important? La recherche est importante. Aujourd'hui, on peut contribuer à la recherche. On peut donner du sang. On peut donner des particules de nos biopsies. On peut donner notre corps à la recherche. Mais une des choses qui a été mentionnée avec les 2 présentations ce matin, qui ont vraiment mis la table pour notre sujet, c'est vraiment tous les essais cliniques ainsi que le patient partenaire, le patient partenariat. Donc, le patient partenariat... Ah, attends. Une affaire qui est importante quand pour savoir comment avoir accès à la recherche, parce qu'on l'a vu un petit peu un matin, c'est plus facile d'avoir accès à la recherche quand on est dans les grands centres que quand on est ailleurs. Fait que pour les patientes qui se trouvent ailleurs que dans les grands centres, c'est difficile de trouver l'information, mais heureusement, il y a oncoquebec.com où on peut voir quels sont les essais cliniques qui sont accessibles pour nous. Puis c'est vraiment, il peut y avoir un service personnalisé. On peut chercher nous-mêmes, mais on peut nous aider à chercher à partir des résultats de biopsie. Puis ça nous donne des fiches qui sont accessibles pour nous, puis qui sont compréhensibles pour les médecins à qui on peut les amener pour dire, ben moi j'ai vu ça, puis j'aimerais ça avoir accès à un essai clinique. Fait qu'il y a clinicaltrial.gov, mais ça, c'est du chinois. Fait que OncoQuébec, ben c'est facile, puis c'est compréhensible. Puis le programme Accès Recherche de McPeak-Sirois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Puis il faut que ça prenne de l'ampleur encore plus parce que les personnes en région sont beaucoup moins favorisées que celles dans les grands centres. Puis l'importance de disséminer cette information-là, parce que tout comme moi, comme je disais, lorsque j'ai débuté la trajectoire de cancer, j'avais aucune idée d'essais cliniques parce que je n'avais jamais baigné dans toute cette atmosphère-là du cancer. Donc, j'aurais aimé avoir accès à ces sites Internet-là pour aller faire mes recherches. Puis une autre affaire qui est intéressante à avoir dès le début, c'est les analyses génomiques. C'est ça qui permet d'identifier c'est quel récepteur qui cloche. Puis de plus en plus, il y a ce qu'on appelle des basket studies. Et ça, c'est des études où on va aller étudier à partir, par exemple, le récepteur PSMA.
Le récepteur PSMA, c'est un récepteur qui se retrouve dans le cancer de la prostate, mais ça se retrouve aussi dans des cancers digestifs, puis ça se retrouve dans le cancer triple négatif. Fait que pour les personnes qui ont des cancers un peu plus rares, pour lesquels il n'y a pas nécessairement d'études sur la maladie de Paget, disons, ben ils vont pouvoir peut-être, avec les récepteurs qu'ils ont, accéder à des études qui analysent vraiment un récepteur. Fait que c'est une autre sorte d'études. Il y a beaucoup d'études qui sont sur le cancer du sein, sur le cancer du côlon, sur le cancer de ceci, cela. Mais les basket studies, c'est des études qui permettent de donner accès à plus de monde. Donc, pour revenir à l'importance de la recherche. Donc, en tant que participante, on peut être participante d'un projet de recherche appelé patiente partenaire. Tu peux changer? On peut être participante, comme nous quatre, on l'avait été. À l'essai clinique. Ou patiente partenaire dans un projet. C'est ça. Quand on parle, qui sont les patientes partenaires? Donc, il y a plusieurs terminologies. Souvent, on va parler de patiente partenaire, patiente accompagnatrice, père aidante. Mais c'est toutes des personnes qui ont vécu, à titre personnel ou proche aidant, une condition de santé mentale, physique ou psychosociale. Et puis, les patientes partenaires, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent la perspective précieuse de leur expérience avec la maladie. Donc, c'est une addition, c'est une collaboration qu'on fait avec les professionnels de la santé. Puis, c'est pour déceler des enjeux et des leviers là où personne ne regarde. Comme je dis souvent, en tant que patiente partenaire, on couvre l'angle mort. On couvre une perspective différente. Donc, la patiente partenaire ou les patients partenaires peuvent travailler en collaboration avec les chercheurs, donc le savoir scientifique et le savoir expérientiel. L'expérience avec la maladie. Donc, c'est pour enrichir la qualité de la recherche. Donc, j'aimerais juste vous dire, ces collaborations-là peuvent se faire avec des pharmaciens, avec des médecins, avec des infirmières. Il y a beaucoup de possibilités en tant que patiente partenaire. Je vais vous partager mon expérience en tant que patiente accompagnatrice. Je collabore avec un pharmacien du CHU de Sherbrooke qui a développé une plateforme qui donne la chance de faire un suivi à distance avec des patients qui prennent des traitements oraux, donc de la chimio orale. Et puis, tout le projet de recherche s'est développé. Il y a eu une patiente partenaire qui a travaillé avec le pharmacien. Et puis, moi, par la suite, j'ai pris en charge la formation des patients. Donc, une fois que les patients ont rencontré les pharmaciens de l'hôpital en oncologie, les pharmaciens vont leur mentionner qu'une patiente accompagnatrice va les appeler pour pouvoir leur expliquer la plateforme, le portail. Donc, c'est là que mon rôle est d'accompagner les patients sur le portail, puis leur expliquer la raison pourquoi et comment accéder au portail, et puis comment est-ce que le suivi à distance se fait. Donc, le projet s'appelle le suivi virtuel en milieu de vie. Donc, c'est un projet qui fait en sorte que les patients peuvent rester à la maison. Et puis, s'ils viennent qu'à avoir des symptômes, des effets secondaires qui sont très importants, tout de suite, il y a un drapeau rouge qui est déclenché lorsqu'ils répondent aux différentes questions. Et puis, le pharmacien leur donne un coup de fil. Fait que c'est vraiment génial comme outil de suivi. Et puis, c'est vraiment génial pour moi parce que j'ai ce contact-là avec les patients qui vivent avec la maladie. Parce que souvent, ils vont me dire, Lucie, est-ce que tu prends ça, ce médicament-là, toi? Fait que là, je lui dis non. Mais je lui raconte que je suis survivante du cancer. Et puis, de là, le clic se fait automatiquement. Il y a un lien qui est formé. Des fois, les formations sont 20 minutes. Des fois, ça va 1 heure, 1h30. Parce que les patients ont besoin de parler ce qu'ils vivent.
et puis je peux comprendre ce qu'ils vivent, et puis je suis là pour l'écoute, puis les accompagner. Puis souvent, ils vont me rappeler parce qu'ils ont soit oublié de comment cliquer, où aller, quel onglet, mais je suis là pour eux. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau projet de collaboration entre le pharmacien, moi et les patients. Puis ce projet-là, au départ, ça devait être un technicien en informatique qui appelle les patients pour leur enseigner la plateforme. Comme patiente partenaire, on a fighté un peu pour dire non, il faut que ce soit des patientes qui appellent des patientes ou des patients qui appellent ceux qui vont utiliser cette plateforme-là. C'est une plateforme qui est faite pour les patients, donc c'est facile. Fait que ça ne prend pas un bac en technologie de l'information pour enseigner ça aux patients. Puis l'autre chose là-dedans, ce qui est intéressant, c'est ça va être une prochaine étape de recherche, c'est de voir ce que ça permet au système d'économiser aussi. Parce qu'au niveau de l'impact sur l'expérience des patients, c'est sûr que c'est positif, mais l'heure et demie que les patients passent avec nous autres, ils ne dérangent pas l'infirmière pivot ou l'oncologue pendant ce temps-là. C'est 1 heure et demie qui est épargnée ailleurs dans le système, puis qu'on est capable d'adresser. Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est beau. Donc, tout ça pour vous dire que les copines, c'en est un projet de recherche où est-ce qu'on est parti de l'hypothèse disant que c'est plus facile de vulgariser la maladie pour nous quand on est entre survivantes ou combattantes du cancer du sein. Donc, les copines, un des mandats qu'ils ont, ou une des missions, c'est justement de parler des essais cliniques et puis de l'importance du patient partenariat. Donc, je vous inviterai à sortir vos téléphones, si vous voulez, ceux qui sont intéressés, et puis d'utiliser le code QR que vous voyez à votre droite ou à votre gauche. Et puis, tout dépendamment dans quelle région, dans quel type le type de cancer que vous avez eu, Catherine et moi, on va pouvoir peut-être cibler ou vous jumeler avec des projets de... C'est pas celui-là. Ça, c'est juste notre questionnaire de recherche. Ah, ça, c'est notre questionnaire de recherche. Il y en a un recherche. autre après pour... s'il y a des personnes qui ont le goût de s'inscrire pour devenir patiente partenaire, le code QR d'après va vous expliquer ça. Puis, des projets de recherche, j'entendais tantôt madame qui disait ce serait le fun qu'il y ait des essais cliniques sur la vie après le cancer. On peut vous aider à vous trouver un chercheur qui va avoir le goût de faire ce projet-là avec vous. Initier un projet de recherche, ça se peut. Les copines l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Puis les copines en Estrie, on est en train de monter une équipe pour travailler sur les impacts de l'hormonothérapie. Il existe d'autres choses? Il y a des études qui parlent de baby tam, là, que des doses réduites de tamoxifène peuvent avoir le même effet, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. Fait que, qu'est-ce qui pourrait exister pour aider les femmes qui ont des effets secondaires avec l'hormonothérapie? Fait que des idées de recherche, ça peut venir de patientes, puis ça se fait de monter des équipes. Puis comme patiente partenaire en recherche, on est bien placé pour connaître les chercheurs autour. Fait que si vous voulez nous aider à notre recherche, bien, vous cliquez là-dessus. Puis si vous voulez vous inscrire comme patiente partenaire, bien, vous pouvez le faire avec le code QR qu'il y a ici. Puis dans la revue expérience que vous avez dans vos sacs, à la page 26, il y a toutes les différentes façons dont vous pouvez vous impliquer comme patiente partenaire. Ensuite de ça, vous savez, une des raisons pour lesquelles on s'implique ici au Québec, là, il y a seulement 3% de taux de participation aux essais cliniques. Fait oui, on a les copines comme mission de soutenir les autres qui sont dans le même bateau que nous autres, de donner de l'information, démystifier. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait de plus en plus de participation aux essais cliniques pour qu'il arrive des solutions. C'est grâce aux essais cliniques qu'on est là aujourd'hui.
puis qu'on peut parler de tout ça. Puis ce qu'on pense, c'est que bon, on en a parlé tantôt, pourquoi on participe aux essais cliniques. Une des façons dont on vulgarise pourquoi, c'est-tu dangereux de participer aux essais cliniques? Ben, c'est cette information-là, vous en avez des copies dans vos sacs. C'est des choses, des fois, que les chercheurs sont moins portés à diffuser, que ça peut contribuer à une guérison. Madame McPeak est une preuve vivante de ça. Puis, c'est pas... les chercheurs sont hésitants à parler de ça parce qu'ils veulent pas donner de faux espoirs, mais ça existe. Moi, le traitement de chimio que j'ai eu, c'est un traitement qui est approuvé. J'aurais pu répondre complètement ou pas pantoute. C'est la même affaire avec un essai clinique. On peut répondre complètement ou pas pantoute, ça se peut. Mais toute la marge entre les deux est là aussi. Puis quand il n'y a pas d'autres options de traitement pour nous autres, ben un essai clinique, ça peut vouloir dire la différence entre des avenues vraiment pas cool et la survie. On pense que le portrait de la participation aux essais cliniques, pourquoi c'est juste pour 3% ici au Québec? Parce que c'est inégal, puis c'est pas tout le monde qui a le même accès aux essais cliniques. Alors qu'en Angleterre, où le taux de participation est à 20%, ben ils ont des réseaux locaux de recherche, puis c'est intégré complètement à l'offre de soins. Puis le partenariat patient est implanté depuis 90 là-bas, alors qu'ici, c'est vraiment au premier balbutiement. Fait qu'on pense vraiment qu'il y a de quoi à faire au niveau de la participation aux essais cliniques et que les patients partenaires peuvent jouer un rôle pour aider à démystifier le cancer, aider à démystifier les essais cliniques, puis l'intérêt ou pas d'y participer. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. C'est un bel exemple de collaboration entre patientes et chercheurs. D'ailleurs, on me dit que l'étude dont vous parliez, copine, sur votre napperon, vous avez le code QR. Vous avez ça aussi dans le magazine, mais vous l'avez directement sur votre napperon. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Merci, Catherine et Lucie. En fait, c'est pas tant une question qu'un commentaire. Et puis, ça rejoint, en fait, le commentaire d'une dame plus tôt ce matin. Le patient partenaire, en fait, est l'ajout, ou c'est ce qui amène ou complémente, en fait, les connaissances que les médecins, les infirmières, l'équipe médicale a. Et c'est hyper important parce que, comme Catherine et Lucie ont mentionné, la personne qui connaît le mieux cette expérience-là, la maladie, bien, c'est évidemment la personne qui a cette maladie-là. Alors, au-delà de la participation dans les essais cliniques et tout, juste pour illustrer un peu le propos, le plus bel exemple d'une initiative de patients, bien, c'est le groupe McPeak-Sirois. C'est la patiente, Mme McPeak, qui a eu la maladie, qui a eu l'idée d'essayer d'éliminer la chance et de donner l'opportunité à tous les patientes au Québec d'avoir accès au protocole de recherche. Alors, c'est son idée à elle, mise en collaboration avec, oui, les équipes médicales, les experts, entre guillemets, des études cliniques, mais à la base, c'est une idée de patient. Alors, pour rejoindre le commentaire tantôt de la dame qui disait « ça serait bien de reproduire la publication qu'il y a eu », c'est sûr que nous, on ne pense pas nécessairement à ça, mais quand ça vient des patients, c'est le genre d'initiative qu'on peut mettre en place et qu'on peut développer ensemble et déployer pour votre bien à vous, puis faire avancer les connaissances. Fait que je voulais juste faire ce petit commentaire-là. Merci. Commentaire très pertinent. Merci beaucoup. Et bravo à vous, Mme McPeak. J'ajouterais juste une chose. Probablement qu'il y a d'autres questions, mais moi aussi, un petit commentaire. Vous devez vous sentir très utile. Ça doit être extrêmement gratifiant d'être patient partenaire comme ça. Bien, ça donne du pouvoir, sa maladie. Ça donne du pouvoir sur ce qu'on ne sait pas, qui risque de nous arriver ou pas. Ça permet de... Juste le fait de dire, OK, bien, je peux peut-être aider quelqu'un d'autre, puis ce que je fais, ça peut peut-être contribuer.
Oui, bien, dans mon cas, moi, j'aimerais mentionner que, étant donné que j'ai été diagnostiquée durant la pandémie, j'aurais aimé avoir la ligne rose. La ligne rose qui a été développée depuis octobre 2021, c'est une ligne de soutien, une ligne d'écoute pour les personnes qui sont en attente d'un diagnostic puis qui vivent une anxiété. Donc, moi, j'aurais aimé avoir une ligne rose en avril 2020 parce que je connaissais personne qui avait le cancer. Excusez. Est-ce que vous savez si cette ligne rose, c'est une initiative poussée par des patientes partenaires aussi? Oui, effectivement. Ah oui, en puis plus? Moi, je suis parrainante à la Fondation québécoise du cancer du sein. Puis effectivement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, comme je dis. Et puis c'est la raison pourquoi je le fais. On est des survivants du cancer du sein. C'est une manière de donner aux suivants et puis d'aider aux gens qui passent à travers ce que nous, on a passé. Désolée. Ben non, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas besoin de vous désoler. Puis ça rejoint ce que Madame en présentiel, c'était aussi le témoignage que vous avez livré. Alors, on vous comprend tout à fait. Merci beaucoup. Il y a sûrement des questions dans la salle ou en virtuel. Est-ce que quelqu'un... En virtuel, on demande, je pense que vous l'avez touché un peu, mais on demande... comme patient, on n'est peut-être pas à l'affût ou on n'a pas le langage scientifique. Donc, peut-être la crainte de nuire aux médecins ou de ne pas bien comprendre qu'est-ce qui se passe. T'sais. Donc, la crainte de devenir un patient partenaire parce qu'on n'a pas toutes ces connaissances-là, même si on est plongé dedans par le diagnostic. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter? Bien, c'est là que des patients partenaires, dans le parcours de soins, peuvent contribuer auprès d'autres patients parce que en ayant vécu le parcours, on a une connaissance qui n'est pas c'est pas des connaissances cliniques, c'est des connaissances du vécu avec la maladie. C'est des connaissances par exemple, moi, dans mon parcours, c'est à la fin du parcours que j'ai appris toutes les ressources qu'il y avait dans la communauté. C'est un peu plate, là, ça aurait pu arriver avant. On est les seuls qui traversons tous les silos du système. Fait qu'on est capable d'offrir certaines informations aux gens. Au début, là, quand on est en pré-diagnostic ou qu'on vient juste d'avoir le diagnostic, désolé, mais le cerveau, il fonctionne pas. J'ai un chirurgien, j'ai un oncologue, j'ai un radio-oncologue, j'ai une infirmière pivot, j'ai mon médecin de famille. Qui fait quoi là-dedans? Puis l'idée, c'est complémentaire aussi, hein, par rapport à votre question. Absolument. Oui, vous ne prenez pas la place d'un médecin. Vous êtes complémentaire de par votre expérience. Et puis peut-être, là, on jase, hein, on est entre nous, peut-être que c'est aussi, jusqu'à un certain point, moins intimidant de faire affaire à des patients de partenaires que parfois un médecin qui peut être intimidant, lui, et ça va vite, et qui vulgarise peut-être moins. Une affaire bien nounoune, ben, c'est pas nounou par tout, mais je peux paraître banale. Moi, j'ai accompagné des femmes à leur rendez-vous avec leur chirurgien parce qu'ils voulaient savoir c'est quoi son expérience, puis ils n'osaient pas le demander. Je me regarde, je vais le demander à ta place. Moi, ça me dérange pas qu'il m'aime pas ou qu'elle m'aime pas. Fait que, parce que, comme patient, on veut pas que notre médecin nous aime pas. On veut qu'il nous aime, puis qu'il veuille nous sauver, puis qu'il fasse tout pour nous autres. Fait que puis c'est légitime. Complètement. On demande des références pour faire réparer notre auto. On peut bien demander à celui qui a notre vie entre les mains, t'as combien de temps tu fais ça? Mais ça nous donne aussi la chance de partager de l'information que nous, on n'a pas eue pendant notre parcours. Autant la ligne rose qui a été créée par la Fondation québécoise du cancer du sein, mais aussi les copines. Là, en ce moment, on a les copines de l'Estrie. Moi, j'ai cofondé les copines de l'Outaouais. Un de nos objectifs, c'est d'avoir des copines dans les différentes régions. Parce que c'est des groupes de soutien, des groupes de partage, où est-ce que, comme la dame disait tantôt, c'est des espaces fermés où est-ce qu'on peut partager nos expériences et puis faire en sorte de faire grandir cette connaissance-là. Parce que moi, il y a certaines informations que j'aurais aimé avoir. Il y a certaines décisions que j'ai prises que je ne crois pas qui étaient éclairées. Parce que durant la pandémie, je n'avais pas personne dans mon entourage qui avait
vécu le cancer du sein. Et puis, j'étais peut-être pas préparée comme j'aurais voulu l'être lorsque je rencontrais les professionnels. Quand on arrive dans le parcours de soins, on n'est pas nécessairement, comme je disais tantôt, on arrive newfie dans le système. Puis, je pense que ce qu'on fait, Lucie et moi, chaque fois qu'on fait des présentations comme ça, c'est souvent à du monde qui sont déjà touchés par le cancer. Mais ces gens-là, ils peuvent devenir des ambassadeurs des connaissances qu'on partage, parce que je pense qu'il faut vraiment savoir, en amont de la maladie, on est-tu ouvert à la recherche? Jusqu'à quel point? Il y a différentes phases de recherche. Dans quel genre de phase de recherche je serais ouvert à participer? Parce que quand on arrive devant l'oncologue, puis qu'il a son plan de traitement, puis qu'il nous dit est-ce que vous êtes d'accord? Oui, débarrassez-moi de ça au plus vite. Ouais. Fait qu'il faut développer individuellement plus de connaissances là-dessus en amont, parce que tout ne peut pas reposer tout seul sur les épaules du médecin. On a une responsabilité par rapport à notre connaissance de notre santé, puis tout ça, puis il y a de l'information disponible. Je ne sais pas si c'est le docteur Desnoyers ou Hassan qui disait que souvent les femmes étaient un peu plus réfractaires à justement ces recherches-là, donc c'est d'autant plus important de s'informer en amont. Madame, vous aviez une question? Une réflexion. Une comment? Oui, une réflexion. Ah, une réflexion, c'est Oui. parfait aussi. Non, moi, je sais que en vivant la maladie, on a toutes sortes de réactions. Moi, je me sentais très forte, puis il n'y avait pas de problème, puis je pleurais pas. Fait que quand une soirée, j'ai fait un appel pour la Société du cancer, puis là, je me sentais toujours très, très forte, mais là, j'ai éclaté. J'avais tellement de peine, puis c'est ça, ça a été difficile vraiment. Ma fille qui était ado, moi, j'étais en... Oui, ma fille était ado et elle vient me dire bonne nuit, puis elle vient m'embrasser. Elle n'a jamais vu que je pleurais. Elle, c'était son histoire, c'était l'adolescence. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça difficile. Aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que à l'hôpital juif, il y avait un médecin-chercheur qui, elle me proposait le traitement de le faire 2 fois plus vite. Fait que j'aurais pas eu je le faisais dans 2, comme je vous dis, à doublet. J'avais 2 séquences à chaque jour. Puis ça allait jusqu'à 21. Mais j'étais perplexe. Je trouvais pas ça intéressant. Puis cette femme-là, elle m'avait dit, si je viens faire ça, 2 fois plus vite, est-ce que je peux me coucher dans la journée une place pour me reposer entre les traitements? Elle m'avait dit non, il y a des parcs tout le tour, puis vous pourrez aller vous coucher dans un parc. Fait que j'avais trouvé ça très pénible. Donc, elle, j'ai pas embarqué dans ses affaires, puis je suis allée avec Dr Bazé. Mais ça fait réfléchir, là. Eux, ils voient tellement toutes sortes d'affaires, toutes sortes de personnes, toutes sortes de cas. J'étais estomaquée. Oui, effectivement, je peux comprendre. Merci de votre témoignage. Madame? Je veux juste ajouter à ce que... On va mieux vous entendre. Oui, je sais. Premièrement, madame, c'est Francine. Parce que tantôt, madame... mais je ne le savais pas. Non, mais je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai pas dit, je suis incognito aussi. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on fait toute partie des personnes qui ont eu un diagnostic pendant la pandémie. Donc, on n'avait pas personne qui pouvait nous accompagner. Même si, comme j'ai mentionné, moi, je suis arrivée à 6 heures le matin et j'ai été opérée à 1h30 de l'après-midi, je n'avais pas personne à côté de moi, là. Donc, il fallait qu'on se fie sur nous. Même si les infirmières étaient extraordinaires, ils venaient voir, veux-tu une petite couverture? Mais il fallait se fier sur nous. Et puis, je pense que ça nous a porté à être plus débrouillardes là-dessus, d'aller fouiner, comme tu disais tantôt, Dr Google, là. Ils ne veulent pas qu'on fouille, mais moi, j'aime pas arriver puis pas savoir qu'est-ce que c'est qu'on me dit. Et comme j'ai mentionné, moi, quand je suis arrivée voir mon oncologue, la première chose qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu as compris quand on t'a expliqué? Elle est jeune, donc
c'est une nouvelle génération, puis elle ne me parlait pas en parabole, comme des fois on va dire, veux-tu me parler en français, que je comprenne, qu'est-ce que tu me dis? Et puis, je pense qu'ici, peut-être, je regarde autour, là, peut-être 50% on fait partie des baby boomers. Puis je pense que nous, les baby boomers, on a défoncé beaucoup de portes. Donc, je pense qu'on prépare pour les plus jeunes, parce que les autres aussi vont avoir des cancers. Fait que le fait que, tu sais, qu'ils ont vu leur mère, leur tante, leur grand-mère foncer, oui, on a le droit. Moi, j'ai vu ma mère avoir un cancer, puis on était à l'hôpital, puis elle s'est mise à pleurer, elle dit, je ne sais pas ce que j'ai. On n'y avait rien dit. Donc ça fait comme, tu sais, comme 17 ans, là. Donc aujourd'hui, on vous le dit, puis on a le droit de savoir. Puis c'est la plupart des patientes, comme je vous dis, dans les conférences, qui vont me dire, mais j'ai-tu le droit? Le médecin le dit. Parfait, mais est-ce que tu as compris? Non seulement, merci beaucoup Francine. Francine. Oui. Non seulement on a le droit de savoir, mais c'est important de prendre sa santé en main. Exactement. Ça, c'est vraiment là, un truc de base. Puis il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, on a été éduqués à écouter les médecins puis à pas poser trop de questions. Puis ça s'apprend tranquillement à devenir plus partenaire d'abord de nos propres soins. Mais je pense que les médecins sont de plus en plus ouverts à ça aussi. Hein? Toutes les nouvelles générations de médecins, là, c'est top. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, c'est pas ça qu'on leur a enseigné. On leur a enseigné, toi, tu as la santé du monde entier sur tes épaules, puis tu as besoin de faire ta job comme du monde, puis d'être parfait, puis rien de moins. Puis là, tranquillement, bien, c'est une responsabilité partagée entre patients puis médecins, puis c'est bien correct. Oui. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, que ce soit en virtuel ou en présentiel?